Échoué au bord du canal de l'Ourcq à Pantin, dans le nord de Paris, un gigantesque vaisseau de béton, le Centre national de la danse. Hébergée tant bien que mal par les scènes nationales ou les opéras, la danse était jusqu'alors un art sans lieu. Depuis l'ouverture du centre en 2004, plus de 8000 mètres carrés sont à la disposition des chorégraphes, des enseignants et des danseurs qui y pratiquent leur art, ignorant que le lieu qui les accueille a plus de 40 ans et une toute autre vie derrière lui. Les danseurs sont loin d'imaginer que le tribunal d'instance du département occupait alors un des studios de répétition. Le commissariat de police de la ville, l'actuel foyer des danseurs, et le centre des impôts, un des studios publics. Construit en 1972, le bâtiment a échappé de peu à la démolition. Il doit sa survie à une opération architecturale un peu particulière qu'on appelle une réhabilitation. Réhabiliter, c'est mettre un terme aux critiques, au mépris et reconnaître la valeur d'un objet après une période de discrédit ou d'oubli. Attribuer un nouvel usage à un bâtiment qui n'en a plus, c'est décider de reconsidérer un patrimoine, de préserver une mémoire, ici celle d'une œuvre emblématique des années 70. À l'origine, ce bâtiment était un centre administratif. Dans les années 60, le maire communiste de Pantin décide de doter sa ville d'un nouvel équipement où seront regroupés tous les services d'État jusqu'alors dispersés dans la ville. La sécurité sociale, la bourse du travail, la médecine du travail, un commissariat de police, un tribunal, une maison des syndicats, un chenil, une morgue, un restaurant pour le personnel. Le terrain choisi longe le canal de l'Ourcq. C'est une parcelle étroite, triangulaire, située à quelques mètres de l'hôtel de ville et des moulins de Pantin. C'est là que le maire décide d'élever le centre administratif, la plus grosse opération de la commune jamais entreprise. Et c'est à Jacques Calice, un étudiant en architecture, sensible aux théories marxistes, qu'il donne carte blanche pour réaliser cet équipement inédit. Calice a alors 40 ans, n'a encore rien construit et n'a toujours pas passé son diplôme d'architecte. C'est grâce à la complicité de Jean Perrotet, qui signe le permis de construire à sa place, que Calice va pouvoir se lancer dans ce grand chantier qui l'occupera plus de 10 ans. Le bâtiment qu'il conçoit a deux visages. Côté canal, il s'étire, tel un grand paquebot, sur près de 150 mètres. Côté ville, sa masse traduit l'ambition sociale du maire et de l'architecte qui veulent marquer le rôle symbolique de ce projet singulier, imprégné du souffle des utopies progressistes. Une cité dans la cité, faite pour tous, pour mieux vivre ensemble. Mais pour Calice, cet enjeu politique doit se traduire dans la forme même de son bâtiment, qu'il oppose, dans un vis-à-vis symbolique, au pastiche de l'architecture classique de l'hôtel de ville, tout proche. Les bâtiments officiels ressemblent tous à une architecture du XVIIIe, du XIXe. Moi, je me suis dit qu'on ne devait pas singer le modèle bourgeois, mais au contraire s'en arracher. J'ai conçu le centre administratif comme un manifeste, une rupture franche. Je savais bien que les gens du quartier ne comprendraient pas. Je leur ai mis ce gâteau devant le nez pour leur dire « C'est en votre nom, même si vous n'en voulez pas, c'est en votre faveur que je conteste l'architecture bourgeoise. Je veux qu'on invente, nous, contestataires de ce monde, une nouvelle manière de lutter à travers l'architecture et l'art. » Le combat de Calice s'inscrit dans un courant architectural, le brutalisme, qui apparaît en Angleterre dans les années 50 avec un jeune architecte gauchiste, Peter Smithson, qui se fait alors appeler Brutus, en hommage au cruel héros qui a poignardé César pour sauver la République. Le brutalisme milite pour la réunion des fonctions dans les bâtiments. Il désigne une architecture massive et géométrique, aux formes pures, en opposition frontale avec tout courant pittoresque, académique ou passéiste. Considéré par ses détracteurs comme une esthétique d'entrepôt,
Le brutalisme a évolué vers un véritable style architectural, où seul compte la vérité constructive, la force d'expression des matériaux, toujours laissés à l'état brut, et la violence des formes. Le centre administratif de Pantin est l'exemple le plus abouti de l'architecture brutaliste en France. Mais pour Calice, le dessin de ses façades n'est pas seulement un geste plastique crânement affirmé. Il renvoie avant tout à l'organisation intérieure du bâtiment. Distribuer plus d'une trentaine de services, tous autonomes, tous de tailles différentes, certains nécessitant une grande capacité d'accueil comme la sécurité sociale ou le commissariat, d'autres, comme la morgue, nettement moins, fut une vraie gageure. L'architecte fut laissé libre dans l'affectation des très nombreuses fonctions du centre. D'un côté, il a réuni les services de l'ordre du contrôle, impôts, tribunal, commissariat. À l'autre extrémité, les services sociaux et la maison des syndicats, entièrement ouverts sur la ville, à la proue du vaisseau, distingués par un escalier saillant qui servait de tribune publique aux militants. Les agents de l'État au service de la police et de la justice ont été relégués à l'arrière du bâtiment, avec pour seul vis-à-vis quelques vieux entrepôts. La polarisation politique du bâtiment ne saurait être mieux dite. Pour obtenir le permis de construire, j'avais dessiné une façade simple, classique, avec des poteaux. Je me disais, si je complique les choses, on ne va jamais y arriver, ça va traîner. Mais dès qu'on a eu le permis de construire, j'ai immédiatement tout redessiné. La nuit, je me réveillais et je dessinais des formes sur ma cuisse. Quand je trouvais l'idée bonne, je me précipitais à ma table d'architecte. C'est comme ça que j'ai inventé ces façades. L'image qu'elle projette rompt radicalement avec ce qui se fait à l'époque. Les fameux murs rideaux sans relief, habillant les immeubles de bureaux et les sièges d'entreprise. Luttant contre la banalité des équipements des années 70, Calice a transpercé ses façades en projetant les volumes intérieurs à l'extérieur. Il les a ensuite soulignés d'imposants balcons suspendus. Puis, il a imaginé des tabliers de béton aux formes géométriques d'inspiration aztèque, qu'il appelle des totems, et dont la fonction était de signaler en façade les principaux services du centre. L'architecte aurait voulu qu'un enfant, se promenant au bord du canal, puisse reconnaître au premier coup d'œil le service dans lequel son père ou sa mère travaillait. L'idée est belle. Il n'est néanmoins pas tout à fait sûr que l'enfant s'y retrouve. Côté rue, le centre administratif renvoie une toute autre image. Un mariage de verre et de béton signalant la façade principale. L'entrée du centre surprend par son traitement minimaliste. Elle est constituée de 2 portes, discrètement nichées dans une vaste structure de plaques de verre géométriques qui dessinent un corps humain désignant l'entrée de ce que l'architecte appelle le palais du peuple. Mais si le verre est ici spectaculairement mis en œuvre, c'est aussi parce qu'il laisse passer la lumière sur l'événement architectural qui attend le visiteur en entrant. « 10 000 tonnes de béton brut. Suspendu sur plus de 18 mètres, occupant entièrement le hall d'entrée, un monumental escalier traverse le bâtiment sur toute sa hauteur. Morceau de bravoure de Jacques Calice. Véritable monument dans le monument. Spectaculaire, il se déploie en des proportions étonnantes qui barrent, à la verticale comme à l'horizontale, tout l'édifice. Pour composer cette étonnante articulation qui n'a pas d'antécédent dans l'histoire de l'architecture, Calice a tout simplement associé un noyau portant des volets de marche à un noyau portant une rampe. Il les a réunis avec un palier central. Puis, il a découpé chacun des voiles porteurs pour dégager des vues au croisement des paliers.
Avec ce magistral escalier à double révolution, l'architecte souhaitait mettre en scène le service aux citoyens, donner une nouvelle idéologie à la monumentalité. L'ambition est louable. Mais elle n'a pas toujours été comprise, car on n'emprunte pas l'escalier du centre administratif de Pantin, comme celui de Chambord ou de l'Opéra de Paris. Ici, on ne va pas au spectacle, mais au commissariat, à la NPE ou à une convocation au tribunal. À l'époque, cet escalier a été incompris, rejeté. Certains disent qu'on y allait comme à l'échafaud. Aujourd'hui, le regard a changé sur cette grandiose illustration plastique du brutalisme. Mais dans les années 70, occupants et usagers n'ont pas su s'approprier la monumentalité du lieu. Ils ont mal vécu sa démesure et la générosité disproportionnée des circulations. Les hauteurs sous plafond de 3, 4, parfois même 7 mètres, les grands volumes non cloisonnés ont rendu le centre difficile à vivre. Peu fonctionnel, sans aucune isolation phonique, le béton brut des grands volumes ouverts envoyant un brouhaha constant, ni aucune isolation thermique. Si l'architecte militant souhaitait que son centre administratif ressemble à un palais, le quotidien d'une vie de bureau y était infernal. Petit à petit, les occupants se sont réappropriés les espaces de travail. Au mépris de la pensée de l'architecte, ils ont multiplié les cloisons, créé des faux plafonds et habillé les parois de béton brut de moquettes et autres papiers peints. Quoi qu'en pense l'idéaliste Calice, on ne fait malheureusement pas toujours le bonheur des gens contre leur gré. 20 ans seulement après sa construction, les services désertent un à un le centre. En 1998, il n'est plus qu'une carcasse vide, mal aimée des Pantinois qui souhaitent sa destruction. La ville, qui ne sait plus quoi en faire, décide de céder le bâtiment pour un franc symbolique au ministère de la Culture qui cherche un lieu à réhabiliter pour créer le futur Centre national de la danse. Je refuse que qui que ce soit touche aux façades de Pantin. On ne corrige pas un poème de Baudelaire, s'insurge Calice, qui s'oppose fermement au projet de la réhabilitation du centre. Il menace même d'aller en justice au nom de la loi sur la propriété artistique. En vain. Le concours de la réhabilitation est lancé. L'utopie politique et l'utopie architecturale n'auront pas survécu aux mutations de notre société. Le bâtiment va devoir se soumettre à un changement d'usage radical. Dédié dans une première vie au service de l'État rendu aux citoyens, le centre doit se muer en un lieu de culture où l'on vient fabriquer et consommer du spectacle. Les temps changent. Les lauréates du concours sont Claire Geiss et Antoinette Robin. C'est leur tout premier grand chantier, couronné dès son achèvement en 2004 par la prestigieuse équerre d'argent. Il y a eu pour nous un travail assez long, de fourmi, on va dire, assez méticuleux, d'arriver à manipuler mentalement ce bâtiment comme si on l'avait dessiné. C'est un exercice à l'inverse, on va dire. Quand on a dessiné un bâtiment, on le connaît mentalement. Quand on travaille sur un bâtiment qu'on découvre, il faut arriver à avoir cette familiarité pour intervenir sur le bâtiment, ce qui est la question d'une réhabilitation, sans en être dépendant et sans le subir. Ne pas subir, c'est résister, vouloir tout changer. Robin et Geiss ont au contraire décidé de n'apporter aucune transformation structurelle au bâtiment. Pour lui faire supporter sa radicale mutation programmatique, elles ont pris l'étonnant parti de ne rien casser, de ne pas couler de béton, de ne rien escamoter. Les studios de danse semblent s'être naturellement glissés dans les volumes existants, comme si les architectes avaient tout simplement planté des décors de studio dans l'ancien tribunal, l'ancienne sécurité sociale, l'ancienne agence locale pour l'emploi. Pour installer le nouveau programme, elles ont simplement permuté tous les services du centre administratif en espaces dédiés au travail et à la culture de la danse. Elles ont logé 11 studios de répétition, un foyer pour les danseurs, une trentaine de loges, une médiathèque, une maison des compagnies, des salles d'exposition, des salles de cours et des bureaux pour l'administration.
Ensuite, ne restait plus qu'à les répartir au mieux dans les volumes existants. C'est à la pointe du bâtiment qu'elles ont placé les services de l'administration. Au cœur, les studios de répétition. Et enfin, à l'arrière, là où Calice avait concentré les grands volumes du commissariat, du tribunal et des impôts, elles ont installé les 3 studios noirs ouverts au public. Robin et Geiss ont donc décidé de soumettre les nouvelles fonctions du bâtiment à son architecture et non l'inverse. Mais tout ne fut évidemment pas si simple. C'est dans l'ancien parking du commissariat qu'elles ont choisi de créer le plus grand des studios publics. Et ce, une fois de plus, sans toucher le gros œuvre existant et sans escamoter aucune des décisions architecturales de leurs prédécesseurs. À l'origine, le parking était ouvert sur l'extérieur. Elles ont dû l'occulter pour en faire un lieu aveugle, comme tout lieu de représentation publique. Mais plutôt que de couler du béton dans le squelette de Calice, elles ont choisi d'utiliser un matériau délibérément distinctif, des plaques d'aluminium peintes en noir, qui signalent leur intervention, mais ne rivalisent pas avec le béton existant. Une fois le parking transformé en boîte noire, ne restait plus qu'à l'agrémenter des accessoires qui font le lieu de spectacle, des gradins, un plancher de danse, une régie, des lumières, un rideau de scène. Très respectueuses de l'architecture de Calice, elles se sont aussi données pour règle de rendre réversible chacune de leurs interventions. Et si d'aventure le centre de la danse devait quitter ces lieux, le grand studio pourrait facilement être mis à nu et laisser place à un nouveau parking. Mais nous n'en sommes pas là. Si les artistes sont loin de se douter qu'ils ont remplacé des voitures et des fourgons de police, il leur est certainement aussi difficile d'imaginer qu'à l'arrière de ce grand studio, là où ils s'échauffent avant d'entrer en scène, se trouvaient des cellules de garde à vue et le chenil de la police. C'est aujourd'hui l'arrière-scène et le foyer des danseurs, un espace confiné qui a pris la place d'un ancien lieu ouvert sur l'extérieur, la cour du commissariat. Pour faire de ce volume ouvert aux 4 vents un espace intime, les architectes l'ont simplement intériorisé en y posant un toit. Ne restait plus ensuite qu'à remplacer les cellules de garde à vue et les bureaux de police, enroulés autour du vide central, par des loges et des vestiaires. La complexité de l'organisation intérieure aurait pu être un obstacle pour les architectes, mais elles ont su très habilement s'y glisser et se la réapproprier. Étonnamment, c'est contre un tout autre élément qu'elles ont dû lutter. Le bâtiment de Calice est baigné de lumière. C'était un luxe pour les usagers du centre administratif. C'est parfois aujourd'hui une gêne pour les danseurs. Pour faire barrage au trop-plein de lumière dans les volumes des studios, Robin et Geiss auraient pu créer une boîte dans la boîte. Mais une fois de plus, elles ont décidé de laisser le volume inchangé et ont imaginé un système d'étonnantes persiennes verticales, un rappel formel des orgues de Calice. Mais résoudre la question de la lumière à l'intérieur du bâtiment a forcément une incidence sur son enveloppe extérieure. Or, les architectes qui s'étaient donné comme règle de ne pas dénaturer les façades de Calice avaient par ailleurs pour mission de trouver une nouvelle identité au bâtiment, d'en modifier l'image disqualifiée d'un lourd squelette de béton. A priori, cette équation n'était pas si simple à résoudre. Réhabiliter un bâtiment neuf ou réhabiliter un bâtiment ancien, ça procède du même type de travail architectural, sauf que quand on travaille sur un bâtiment de cette période, on travaille sur des process d'architecture qui sont ceux dans lesquels on a été formé. On est sur des techniques architecturales qui sont celles qu'on manipule. Travailler sur un bâtiment tout en béton brut, pour nous, ça c'est assez particulier, parce que le béton en tant que tel, souvent, il n'est pas aimé.
Et une des façons toutes simples de considérer que le béton est un matériau noble, c'est de venir le sertir comme une pierre. En glissant ces volets d'aluminium entre les orgues des façades, les architectes ont introduit un contraste de matière dans l'enveloppe extérieure. Le choix de ce matériau leur permet à nouveau de signaler leur intervention. Mais pas seulement. Une fois encore, les architectes se sont mis au service du travail et de la pensée de Calice. Ces plaques valorisent le béton laissé à l'état brut, mais suggèrent avant tout un nouveau regard sur le bâtiment. Oser se confronter à la force d'une architecture, tout en maintenant lisibles les partis pris d'origine, ce fut le principal enjeu de l'intervention des architectes, qui s'est ici traduit par la surimpression d'une écriture fine dans le bâti existant. Mais réhabiliter, c'est aussi proposer une nouvelle perception de l'espace. C'est en regard de l'impérieux escalier que Robin et Gueiss ont situé leur intervention la plus importante, comme si elles se confrontaient à l'événement de Calice en créant leur propre événement. C'est donc à l'arrière de ce sculptural escalier qu'elles ont tendu un long mur écran en stuc rouge. Conçu comme une deuxième façade, la nouvelle façade du centre de la danse, à l'intérieur même du bâtiment. Tel un grand rideau de scène, il modifie radicalement la perception de l'espace, masquant certains des volumes qui sont à son revers, en découvrant d'autres. En le dépliant comme un paravent devant les salles de réunion ou les studios, les architectes ont créé un nouveau trajet d'accès à ces espaces. Il n'y a pas de porte dans le mur, il faut se glisser derrière lui, passer dans la coulisse pour découvrir la pièce dans laquelle on entre. Ce grand mur écran permet d'unifier à chaque étage les espaces jusqu'alors sectionnés en blocs étanches. Il permet aussi aux architectes de cacher derrière tout ce qu'on appelle la tripaille, les escaliers de secours, les câbles, les tuyaux. Les commanditaires ont choisi un matériau qui peut surprendre, car le stuc est un enduit de luxe employé pour sa brillance et ses effets de lustre, quelque peu maniériste. On est ici très loin de la vérité constructive et de l'esthétique d'entrepôt des brutalistes. Mais là encore, Claire Gueiss et Antoinette Robin ont joué du contraste des matières pour mieux faire dialoguer leur décision architecturale et celle de Calice. Restait un dernier défi à relever, transformer cette grande et puissante machine de guerre en un lieu de spectacle et de plaisir. Le principe de la mise en lumière des espaces a été conçu avec le plasticien Hervé Audibert. Il est très simple et illustre une fois de plus l'élégance et la singularité de leur travail. Des néons de couleur ont été posés au revers des éléments de béton, projetant ainsi leur lumière sur les murs qui la renvoient. Les espaces ont ainsi été réinventés, théâtralisés, leur perception radicalement modifiée. La mise en lumière du Centre national de la danse est à l'image de l'ensemble du travail de Claire Gueiss et d'Antoinette Robin dans tout le bâtiment. Partout, elles ont su intervenir à la fois en miroir et en retrait, pour souligner la puissance de l'architecture de leurs prédécesseurs, sans jamais la subir. Ne pas se subordonner, un principe qui aurait certainement plu à l'architecte. Il est mort quelques mois avant la fin de la réhabilitation. Il n'a jamais voulu rencontrer Gueiss et Robin. Leur rencontre se sera faite dans le travail. Cela aura sans doute suffi, car l'architecture y a gagné.
au point qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui une nouvelle vie à ce grand mastodonte, théâtre d'un étonnant flirt des matériaux et des idées, grand vaisseau minéral où s'est jouée l'improbable rencontre de Brutus avec quelques ballerines jusqu'alors sans adresse.